Juliette, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour Juliette. Eh bien, on vous écoute Juliette, allez-y. Écoutez, je vous écoute depuis tout à l'heure et finalement je pensais pas tout savoir, mais en tout cas en avoir vu un rayon sur les règles, mais j'apprends encore des choses, c'est top. C'est bien, je me suis retrouvée dans quelques-uns des témoignages sur l'hypophyse, la prolactine, la dysphorie prémenstruelle, tout ça. Donc oui, pour raconter rapidement, moi ça fait à peu près 25 ans que j'ai mes règles puisque j'ai 40 ans là. Ça a commencé par des cycles très irréguliers, ça arrivait une fois tous les 3 mois, mais ça me dérangeait pas. Et puis finalement, est-ce que justement, excusez-moi Juliette, c'est assez fréquent chez les très jeunes filles que le cycle soit pas tout de suite réglé, si je puis dire? C'est pas fréquent, c'est universel. D'accord. C'est-à-dire que c'est très rare que un cycle n'est régulier que s'il y a ovulation. Donc, au départ, souvent, les cycles sont anovulatoires et d'une manière générale, on ne tient pas compte de la régularité des cycles avant 16, 17, même parfois 18 ans. Et ça n'est que si ça perdure au-delà de 18 ans qu'on doit consulter. Mais avant, je dirais que ça fait partie de la mise en route. C'est ça, vers 18-19 ans, avant de commencer à prendre la pilule, justement, comme c'était toujours pas régulier, on avait fait des petits examens et effectivement, j'avais des ovaires polykystiques, mais c'était pas du tout lié à du poids ou quoi que ce soit, parce que je devais faire un petit 50 kilos, tout mouillé. Et après, j'ai pris la pilule quelques années. Après, j'ai eu un implant que j'ai très mal supporté. Ça n'a pas été une réussite chez moi. Je l'ai retiré assez rapidement parce que c'était complètement inadapté à mon corps. Et puis après, j'ai commencé à vouloir faire un bébé et c'est là que les choses se sont compliquées parce que justement mes cycles étaient tellement irréguliers du coup qu'on a compris qu'ils étaient un peu inovulatoires. Et puis voilà, ça m'est suivi des années de traitement avec des hormones pour réussir enfin à réguler tout ça. C'est là qu'on a découvert ce surplus de prolactine, un petit adénome hypophysaire. Je la fais courte, sinon on y passe l'après-midi. Et puis finalement, j'ai quand même réussi à avoir ma première fille grâce à une insémination. Et après, à partir de là, en fait, ça a vraiment... mon gynéco me l'avait dit, quand on met la machine en route, après, elle refonctionne. Après, ça a complètement régulé justement ces cycles. Après la naissance de la naissance de ma première fille, il m'avait dit faites attention parce que bien sûr quand j'ai accouché, il m'a dit qu'est-ce que je vous prescris comme pilule et moi je lui ai dit je veux plus entendre parler des hormones, j'en ai trop pris. Et il m'a dit attention, la machine peut redémarrer à tout moment. Donc on a fait très attention et puis on a eu une seconde fille tout à fait naturellement au jour et à l'heure où on a souhaité l'avoir, donc ça a été super. Et puis ensuite... Alors ça c'est quand même intéressant ce que vous dites parce que moi je l'entends souvent. Le premier enfant qui est obtenu grâce à la FIV ou en tout cas par une aide médicale remet tout en place et ensuite ça vient naturellement. C'est quand même surprenant, non, Christian Jamin? Oui, alors il semble que ce soit vrai, mais pour l'instant, moi j'y vois un peu de psychique là, quand même. Non, mais on n'a pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'explications par rapport à ça. Mais par ailleurs, vous êtes d'accord qu'on l'entend souvent? Non, on l'entend souvent et c'est probablement vrai. C'est comme par ailleurs. Alors, prendre la pilule. Quand on arrête la pilule, il y a un rebond de fertilité dans les 3-4 mois qui suivent l'arrêt de la pilule. Donc, contrairement à ce que font beaucoup de femmes, par exemple, il ne faut pas arrêter la pilule longtemps avant parce que quand on veut un enfant, on profite de ce rebond de fertilité. Donc, on a l'impression, en effet, que quand l'ovaire a été bloqué pendant un certain temps, soit par une grossesse, soit par une pilule, il redémarre mieux après. Oui, en tout cas, il n'y avait pas que du psychologique parce que il y avait des soucis de kyste et puis de prolactine et tout ça qui n'existaient plus du tout après. Donc je pense que ça a quand même régulé pas mal de choses.
Et puis après, donc à la naissance de notre seconde fille, j'ai opté pour la solution du stérilet. Et là, pareil, je l'ai pas gardé longtemps parce que, pour le coup, pour en revenir au sujet du jour, les règles étaient vraiment hémorragiques. Il y a pas d'autre mot. C'était une semaine de grandes eaux où je me vidais complètement, où ça m'épuisait vraiment à un point catastrophique. Voilà, je suis vraiment. À quoi enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles souvent après les règles, surtout quand elles sont abondantes, il y a une grande fatigue? C'est parce qu'il y a une carence en fer. Alors il y a deux explications. Il y a d'abord la perte de fer, vous savez, on considère qu'une femme doit avoir plus que 30 de fer, de réserve de fer. Et avec les régimes actuels, on est souvent loin. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est à part Madame Thatcher qui avait une main de fer. Voilà. Ah, mais je ne sais pas c'est que ce qu'elle faisait avec. Et par ailleurs, donc, au moment des règles, il y a une chute hormonale, c'est même ça qui déclenche les règles. Et la chute hormonale donne une petite déprime, souvent une fatigue, avant que ça remonte. Et ça peut aussi expliquer que au moment des règles, souvent, on peut avoir quelques fatigues ou mal-être. Oui, moi, mon médecin traitant m'avait même interdit, entre guillemets, d'aller donner mon sang tant que j'étais sous stérilet, parce que justement la carence en fer était déjà trop importante pour en plus aller donner son sang. Alors je trouvais ça triste, enfin bon. Voilà. Mais du coup après pour partager mon expérience, donc quand j'ai enlevé mon stérilet parce que ça me convenait plus, je suis repassée sur des cycles tout à fait naturels. On a pris les devants du côté de monsieur pour basculer la responsabilité de la contraception sans faire un dessin. Voilà, et du coup, depuis, je m'en porte que mieux parce que j'ai retrouvé des cycles parfaitement réguliers. Donc, mes règles durent 2 jours et puis après, c'est vraiment que c'est 3 gouttes et demie par-ci par-là. Et en plus, voilà, je me trouve 100 fois moins fatiguée, beaucoup plus en forme, avec vraiment ce côté cyclique des 14 premiers jours où c'est la fête absolue, et après bon, les 10 jours qui suivent c'est un peu moins marrant, mais je comprends en plus en vous écoutant sur les dernières interventions qu'il y a peut-être des petites choses à faire de ce côté-là. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus... c'est plus agréable, évidemment. C'est plus agréable de ressentir et de comprendre vraiment le fonctionnement et d'avoir aucune intervention extérieure sur ça. Quoi. Mais c'est là où les hommes ne se rendent pas compte à quel point le cycle a des influences sur l'humeur des femmes. Alors certains s'en rendent compte évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez particulièrement féminin, quoi. Sur le plan, si on parle de psychisme et de cycle, il y a 2 périodes difficiles chez certaines femmes après l'ovulation. On l'a déjà dit tout à l'heure. Avec Gabriella, oui. Et puis le coup de mou au moment de la chute hormonale qui déclenche les règles, c'est-à-dire, et ça donne aussi des maux de tête, des migraines, ça s'appelle des migraines cataméniales. Il y a beaucoup de femmes qui ont mal à la tête au moment de leurs règles. Alors déjà, c'est pas agréable, et en plus, la chute hormonale donne une sensation de fatigue, donc ça s'appelle pas le syndrome prémenstruel, ça s'appelle le syndrome menstruel tout court. Voilà. Et en plus, elles ont parfois mal au ventre, donc c'est pas la fête, les premiers jours des règles. Et justement, par rapport à cette baisse de la sérotonine, là, si je comprends, du fait de la progestérone, est-ce qu'il y a des traitements autres que antidépresseurs qui pourraient réguler ce genre de choses? Il y a certaines pilules, mais c'est compliqué. Oui, on peut. Il y a d'autres. Des plantes ou, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un peu le match contre la progestérone pour se faire plaisir. Voilà. Se faire plaisir. Oui, ça on fait. Oui, mais on sait que se faire plaisir, ça augmente la sérotonine. Hein, donc après, on peut se faire plaisir. Je parle pas uniquement du sexe. Hein, je parle de se faire plaisir dans la vie tout court. Hein, déjà. Faut que je monte à cheval toute la deuxième partie de mon cycle. C'est ça que vous me dites, Brigitte. Si c'est ça qui vous fait plaisir, allez-y. Oui, c'est pas moi qui vous dire le contraire. Ne vous gênez pas.
D'accord. Ben oui, oui. Alors, ce que vous avez dit aussi qui est important à relever, vous avez dit que vous aviez des cycles irréguliers parce que parce que vous n'ovuliez pas. Hein. Est-ce que c'est donc aussi une règle générale, si je puis dire? Alors, vous avez dit des choses, ça peut-être même sans le savoir. On vous avait fait un diagnostic d'ovaire polykystique au tout début de votre vie ovarienne. Alors là, je dois dire que malheureusement, on ne peut pas faire de diagnostic d'ovaire polykystique avant l'âge de 18 ans. Parce que les symptômes sont très perturbé par cette puberté qui n'est pas assez loin pour qu'on puisse affirmer quoi que ce soit. Donc je tiens à insister là-dessus parce que faut pas croire que toutes les filles qui ont des troubles des règles à 18 ans ont un ovaire polykystique. En fait, c'était suite à une radio, hein, et d'ailleurs. Oui, alors justement. Mais je regrette vraiment de l'avoir fait, effectivement. Vous avez raison de regretter. Ce jour-là, en plus, la personne qui m'a fait la radio, elle m'a vraiment bouffé le côté psychique du truc parce qu'elle m'a dit oula, vous allez galérer à avoir des enfants. Oui. Voilà, c'est agréable. Bonjour le alors, message. Là, vous pouvez pas me faire plus plaisir là. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que quand on prononce des mots comme ça, la première chose que la femme fait, c'est qu'elle va sur Internet, elle dit qu'elle va avoir des difficultés à être enceinte, ce qui est souvent faux, et on lui perturbe toute sa vie. Et il y a eu un très bon article australien qui expliquait que les diagnostics erronés comme ça étaient catastrophiques. Mais évidemment, c'est une mauvaise injonction. Et je tiens à dire aussi que on peut pas faire un diagnostic d'ovaire polykystique par l'échographie chez une femme vierge. Parce qu'il faut mettre la sonde dans le vagin pour mesurer le volume de l'ovaire, compter les follicules, etc. Donc il faut être très méfiant sur les diagnostics d'ovaire polykystique basés uniquement sur une échographie. Eh bien, merci Juliette, parce que vous avez donné vous aussi